Bonjour à tous. 7 août 1960, 7 août 2018, voici 58 ans que la Côte d'Ivoire est indépendante. À la suite du fait de l'actualité consacrée au message à la nation du chef de l'État, mais aussi aux festivités, je retrouve mes deux invités pour ce qui fait débat. Mamadou Habib Karamoko, politologue et économiste. Habib, bonjour. Bonjour. Vous êtes également chef d'entreprise. Et puis, Geoffroy Julien Kouao, juriste et analyste politique. Vous êtes également l'auteur de votre dernier livre, Le Premier ministre, un prince nu, repenser le régime politique ivoirien. Ça a été publié aux éditions Plume Habile. Bonjour Julien. Bonjour Henri. Alors, nous allons évoquer donc les 58 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. 58 ans après les indépendances ivoiriennes. S'il y a un défi majeur à relever aujourd'hui, c'est bien évidemment celui de la stabilité sociopolitique, Habib. Merci. C'est un plaisir pour nous d'être ici aujourd'hui pour parler d'indépendance. Et c'est l'occasion pour nous de souhaiter bonne indépendance, bonne fête d'indépendance à tous les Ivoiriens. C'est vrai, l'indépendance, c'est un bien joli mot, mais qui a un contenant très solide et qu'il faut mettre en perspective de manière quotidienne et en sollicitant l'implication de chaque Ivoirien. C'est vrai, 58 ans d'indépendance, ce n'est pas 58 semaines, ce n'est pas 58 mois, c'est 58 ans d'espoir, d'espérance, c'est 58 ans aussi d'incompréhension, voilà, d'incompréhension, d'espoir dessus. Aujourd'hui, nous sommes une nation en construction et 58 ans dans la vie d'une nation, c'est peut-être beaucoup, mais ce n'est pas grand-chose. Donc nous sommes dans une dynamique de construction, une dynamique de réconciliation, vu tout ce que notre pays a connu de soubresauts ces dernières années. Il faut dire que chaque Ivoirien, dans son fort intérieur, avec lui-même, avec ses voisins, avec les autres, doit mettre à profit ce jour d'indépendance pour faire son propre mea culpa, mais aussi pour se lancer dans l'avenir, mais un avenir de promesses, un avenir de construction et un avenir de rassemblement. Alors, Geoffroy Julien, cette stabilité sociopolitique dont parlait tout à l'heure Habib, elle passerait par quoi? Au niveau institutionnel, par exemple? Mais cette stabilité passe par la mise en place d'institutions fortes. Au niveau, par exemple, de l'exécutif, il faut un gouvernement fort. Au niveau du Parlement, il faut voir dans quelle mesure l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent voter des lois extrêmement solides et qui peuvent être appliquées sans difficulté. Et puis aussi, il nous faut au niveau judiciaire une justice indépendante avec de grands moyens pour pouvoir rendre justice en cas de besoin. Mais ce que je voulais souligner, c'est que le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire devient un État souverain. Mais quand on devient un État, c'est pourquoi l'État poursuit un triple objectif: la paix, la prospérité économique et la nation. Est-ce qu'aujourd'hui, 58 ans après, la Côte d'Ivoire est un État paisible, un État économiquement prospère ou un État-nation? Si vous le permettez, nous allons voir ensemble. Si dans les 3 premières décennies, la Côte d'Ivoire était un pays paisible, nonobstant les parenthèses du guébier et du 108, dans les 3 décennies qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas affirmer que la Côte d'Ivoire est un État paisible, en ce sens que nous avons connu un coup d'État, nous avons connu une rébellion, nous avons connu une crise post-électorale sans précédent. Au niveau de la prospérité économique, aujourd'hui la Côte d'Ivoire a un PIB de 36 milliards de dollars, alors que la seule ville, par exemple, de Lagos,
au Nigeria, produit 90 milliards de PIB. Ça veut dire que Lagos produit 3 fois la richesse de la Côte d'Ivoire. Nous avons aujourd'hui 8000 villages en Côte d'Ivoire, seuls 4500 sont électrifiés, c'est-à-dire que la moitié des villages ivoiriens sont dans l'obscurité. Nous avons un taux de pauvreté de 46%, ça veut dire qu'il y a près de 10 millions d'Ivoiriens sur les 22 millions qui gagnent moins de 737 francs par jour. Le taux d'analphabétisme est de 43%, donc près de 8 millions d'Ivoiriens qui ne savent pas lire et écrire. C'est tout ça qui doit contribuer à la stabilité. Oui, évidemment, tout ça contribue à la stabilité, parce que, comme dirait le père fondateur Félix Houphouët-Boigny, l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc voilà, maintenant pour finir, est-ce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est un État-nation? La nation se caractérise par un certain nombre de critères, par exemple la langue. 58 ans après les indépendances, nous avons pour langue officielle toujours le français. Donc, je pense que le bilan est mitigé. Le bilan est mitigé. Alors, Habib, c'est vrai que économiquement, la Côte d'Ivoire, c'est toujours plus ou moins bien porté. Ça reste depuis de longues années l'économie phare de la sous-région. Mais il faut renforcer les institutions également. Oui. Surtout les institutions démocratiques, comme le disait tout à l'heure Geoffroy Julien. Vous savez, il n'y a pas de cloison étanche entre économie et tout ce qui est social. L'un ne va pas sans l'autre. Oui, la Côte d'Ivoire est un pays phare de la sous-région, et ça remonte depuis la période coloniale, avec nos cultures de rente, café, cacao, bois, etc. Ce qui a attiré nos frères de la sous-région, etc. Oui, la Côte d'Ivoire continue d'être un pays relativement solide sur le plan économique. Ça, c'est un fait. Et un autre fait est de voir est-ce que les Ivoiriens profitent pleinement de cette relative prospérité. La question de la répartition. La question de répartition, bon, ça c'est un autre débat. Mais comme je l'ai souvent dit, la vie d'une nation n'est pas toujours faite de... c'est pas comme un long feu tranquille. Voilà, il y a parfois des soubresauts, etc. Et en fonction des gouvernements qui arrivent, chaque gouvernement a sa vision. Mais je dis, il faut continuer de bâtir ce pays. Et en même temps, exiger des populations et de la société civile d'être beaucoup plus regardants. Parce que les gouvernants passent et les complaintes sont toujours les mêmes. Est-ce que le problème finalement, ce n'est pas nos sociétés? Est-ce que la société ivoirienne, dans toute sa composante, au-delà des clivages politiques, au-delà des incompréhensions politiques, est-ce qu'il arrive un moment où il ne faut pas s'asseoir et privilégier nos intérêts? Nos intérêts, c'est quoi? C'est le vivre ensemble, c'est comment payer l'électricité, comment envoyer les enfants dans des écoles, etc. Et justement, en parlant de vivre ensemble, est-ce que selon vous, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, depuis ces années, a bien géré la question de l'immigration, de l'intégration? Oui, n'oubliez pas que l'un des piliers de l'oufoutisme, c'est l'ouverture des frontières, c'est l'intégration sous-régionale. Déjà en 1959, il est initiateur du Conseil de l'Entente. Vous voyez? Et dans les décennies 70 et 80, les frères de la sous-région pouvaient venir en Côte d'Ivoire et même participer aux élections ivoiriennes, ce qui était une avancée énorme pour l'époque. Et donc, le président Houphouët-Boigny a fait de l'immigration et de l'intégration, n'est-ce pas, les piliers de sa politique. Évidemment, juste après sa mort, on a vu les limites de cette politique, mais c'est parce que peut-être que ses successeurs n'étaient pas dans la même vision politique que lui. Sinon, le vivre ensemble avec nos frères de la sous-région, nos frères venant des pays extérieurs, devrait être une des priorités de nos gouvernants. Vous voyez, la plupart des grandes nations au monde sont des terres d'immigration, qui ont su intégrer l'immigration.
les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, etc. Et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, parce qu'elle a su mener à bien cette politique d'intégration. Maintenant, tout à l'heure, vous avez parlé au niveau institutionnel, comment il fallait améliorer les choses. Vous savez que d'abord, on était dans le parti unique. Et en 90, il y a eu le multipartisme. Donc, il y a eu un effort qui a été fait. Et on a essayé, par exemple, au niveau électoral, de mettre en place une commission électorale indépendante en lieu et place du ministère de l'Intérieur. Il y a aujourd'hui un conseil constitutionnel dont le rôle est de vérifier de la conformité de la loi à la Constitution. On a aujourd'hui un certain nombre d'institutions politiques qui permettent à la Côte d'Ivoire d'être un État démocratique. Malheureusement, il y a toujours des problèmes. Oui, malheureusement, il y a toujours des problèmes. Je prends la question de la commission électorale indépendante dont vous parliez. C'est l'une des institutions de la République qui n'a jamais fait l'unanimité au sein de la classe politique ivoirienne. Et ça pose problème. Ça pose problème parce que la commission électorale indépendante, c'est vrai, c'est un acquis démocratique. Parce qu'il faut dire que avec le retour du multipartisme en 90, déjà les opposants d'alors parlaient de commission électorale indépendante. Le président Houphouët-Boigny, je me rappelle lors de l'élection d'octobre 90, la présidentielle à laquelle Laurent Gbagbo a participé pour la première fois, c'est bien le ministère de l'Intérieur qui avait organisé l'élection. Mais après la disparition du vieux, et avec le projet de code électoral de 1994 porté par le président Bédié, déjà l'opposition parlait de commission électorale indépendante. Mais malheureusement, ça n'avait pas été acté et c'est à la faveur du coup de force de 99 et pendant la transition que une commission électorale a été mise en place. Donc aujourd'hui, la commission électorale indépendante fait partie des acquis de la Côte d'Ivoire et est même inscrite dans notre constitution. Après, vous savez, les hommes face au pouvoir voient beaucoup plus leurs intérêts que l'intérêt de la nation. Donc, on a l'impression que chaque acteur politique veut contrôler la commission électorale indépendante. Ou du moins, même quand il ne le contrôle pas, mais il veut avoir l'impression ou le sentiment que son adversaire ne le contrôle pas. Voilà, donc ça crée naturellement des problèmes. Aujourd'hui, il y a des incompréhensions qui se font entendre. J'entends que ce soit du côté du FPI, où on parle de refonte de la commission électorale, parce que cette commission ne correspondrait pas à la réalité d'aujourd'hui, vu qu'elle avait été créée pendant les différents accords suite à la rébellion, les accords de Marcousset, etc. Et même aujourd'hui, le PDCI rentre dans la danse. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut que les Ivoiriens s'asseyent pour finalement s'accorder sur les instruments politiques qui peuvent nous sortir vraiment de cette situation. Parce que les populations, c'est les mêmes rengaines. Les populations ont des réalités, ont leurs difficultés quotidiennes, et les hommes politiques, pour des questions de pouvoir, ont l'impression de se mettre mal à l'aise. Et lorsque les politiciens sont mal à l'aise, bon, ça crée des problèmes sur le pays qui en pâtit. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un fait qui a également marqué ces 58 ans, c'est l'ivoirité? Oui. Alors, est-ce que, selon vous, certains pensent que c'est une défaite morale pour ce pays? Oui, comme je le disais, non, c'était une erreur. C'était une erreur idéologique, et surtout que ça venait en contradiction avec la pensée du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Bon, heureusement, cette parenthèse a été vite fermée. Je pense que le problème aujourd'hui, ce n'est pas surtout les institutions, mais c'est les animateurs des institutions. Quand vous prenez la constitution ivoirienne, quand vous prenez les institutions politiques, les institutions sociales, les institutions économiques, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est parfait. Mais c'est l'organisation et le fonctionnement de ces institutions. Maintenant, on revient aux hommes. On revient aux hommes. Donc, je pense qu'il faut, dans la perspective plutôt, et les analyses prospectives, il faut voir comment former le personnel politique et le peuple ivoirien. Parce que on a beau parler de multipartisme, mais si vous n'avez pas de démocrates, le multipartisme ne veut rien dire. Vous voyez, c'est ça. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire
une croissance de près de 8%. C'est l'une des meilleures croissances au monde. Mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, le taux de pauvreté est à 46%. Ça veut dire qu'il y a un problème de répartition des richesses. Mais qui répartit les richesses? Ce sont les hommes, ce sont les gouvernants. Mais pourquoi ils n'y parviennent pas? Donc il faut mettre l'accent sur la formation du personnel politique. Très bien. Habib, est-ce qu'il y a certains qui pensent que cet épisode de l'ivoirité a été, quand même, ça reste une défaite morale? Moi, j'aime revenir sur l'ivoirité. Beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas que le terme ivoirité n'a pas été inventé par le président Bédié. Le terme ivoirité a été inventé par Feu Niangoran Porqué, qui était professeur de lettres à l'ENS et qui était friand de néologisme. Vous savez, c'est cette vague de jeunes étudiants ivoiriens et amoureux des lettres, qui ont eu la chance de faire les universités françaises, qui s'inspiraient de Senghor, de Césaire, etc. Et c'était l'époque des post-indépendance où des termes tels que la francité, la négritude, etc. Donc Niangoran Porqué a trouvé nécessaire de créer un terme qui reprenait un peu les réalités ivoiriennes. Et le profil de Niangoran Porqué, c'est quoi? Niangoran Porqué est de son père originaire de Bassam, donc Nzima, et de sa mère Malinké de Bundiali. Donc il était lui-même, de par son sang, il était cet ensemble-là que la Côte d'Ivoire devait représenter. C'est les Assa. Voilà. Mais en fait, l'ivoirité, dans la conception de Niangoran Porqué, c'était un thème purement culturel et intellectuel. Alors voilà comment est-ce que j'en viens. Voilà pourquoi, de son vivant, jusqu'à sa mort en 1995, c'est un terme qui n'était pas populaire. Ça se limitait à l'université. Voilà. Et Bédié récupère le terme. Et bon, on a vu ce qui en a été fait. Et même le président Bédié s'en défend. Et dit pour lui, c'était culturel. Bon, après, non, ça ne peut pas rester culturel à partir du moment où c'est un homme politique qui le récupère. Malheureusement. Ce qui m'a étonné, pourquoi je parle d'erreur? Parce que le président Bédié a toujours affirmé être un oufouettiste. Oui. Mais Houphouët-Boigny, c'est l'ouverture. C'est l'intégration, c'est l'accueil des autres. Donc on ne pouvait pas cultiver une politique qui était en flagrante contradiction avec celle de l'oufouettisme. C'est clair que le devoirité, en définitive, ça n'a pas laissé un très bon souvenir. Voilà, donc je pense qu'on est passé à autre chose et il faut avancer. Et surtout que ça ne revienne pas. Ah oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre l'ivoirité qui était une théorie nationaliste d'extrême droite avec le patriotisme par contre. Le patriotisme, le chauvinisme, le fait d'aimer son pays, le fait d'aimer la Côte d'Ivoire. D'avoir la fierté d'être ivoirien. Mais ça se voit au quotidien. C'est-à-dire moi, Geoffroy Julien Kouao, pour rien au monde, je vais prendre une autre nationalité, pour rien au monde. Parce que j'aime la Côte d'Ivoire. Moi, Julien Kouao, je ne vais pas, par exemple, passer mes vacances tous les jours dans d'autres pays, autres que la Côte d'Ivoire. Moi, Julien Kouao, mes enfants doivent rester en Côte d'Ivoire, fréquenter les écoles ivoiriennes, travailler pour la Côte d'Ivoire, pour construire la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est tout ça qu'on appelle le patriotisme. Malheureusement, les gens le disent, mais dans les faits, ils ont plus de comptes en France qu'en Côte d'Ivoire. Bon, c'est notre débat. Alors, en quoi les années de crise ont-elles façonné, modelé la structure même de la société ivoirienne? Les années de crise, il faut dire que les crises ont laissé des traces indélébiles dans l'inconscient des Ivoiriens et même de manière visible. Les crises sont des crises politiques et des crises instrumentalisées, enfin, des ambitions politiques qui ont été traduites par des projets politiques, et projets politiques naturellement qui font appel à des militants, à des sympathisants. Et comme dans nos pays, la notion de multipartisme est encore incomprise des populations. Quand vous voyez même la structuration de nos partis politiques, c'est des partis qui sont ancrés sur des régions, sur des ethnies. Bon, donc naturellement,
nos différentes crises ont... Il y en a qui n'existent que de nom. Bien sûr. Moi je parle même des partis qui existent. En réalité, ils sont peut-être au nombre de 3 ou 4. Mais bon, il faut reconnaître malheureusement que c'est des partis qui ont leur passion sur des régions, accrochées à des ethnies, etc. Malheureusement, ces sentiments ethniques ont parfois été instrumentalisés. Voilà. Des hommes politiques se sont souvent victimisés, des sentiments ont été instrumentalisés, et les tenants du pouvoir, à un moment donné, pour écarter un adversaire qu'on trouvait dangereux, on a souvent créé une forme d'injustice, alors que le gouvernant doit garantir la même justice pour tout le monde. Donc ça crée des problèmes, et on a connu un coup d'État, on a connu une rébellion, on tend difficilement à se réconcilier, mais il faut garder espoir. Moi je pense qu'il faut garder espoir, parce qu'on n'a pas d'autre choix que de vivre ensemble. À partir de là, on trouvera les moyens, voilà, de nous retrouver. De nous retrouver et surtout de vivre ensemble. De vivre ensemble. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, il y a un excellent article, un excellent dossier de cette revue politique africaine consacrée à la Côte d'Ivoire, qui fait mention de ceci sous la plume du professeur, du sociologue Francis Akindès. En Côte d'Ivoire, la dialectique de l'humiliation et de la vengeance a structuré une culture politique d'instrumentalisation des identités, entre parenthèses, ethnie, religion, peu intégratrice, mais productrice de sentiments d'inégalité horizontale, générateurs de conflits. Comment vous interprétez ça? Non, son constat est juste. Vous savez, à l'aube du multipartisme, certains politiques et même des intellectuels disaient que l'Afrique n'était pas encore mature pour la démocratie. Malheureusement, les faits leur donnent aujourd'hui raison. Nous pensons que les partis politiques en Afrique, c'est l'ethnisation, c'est le régionalisme. Et si vous remarquez bien aujourd'hui, nos partis politiques tournent autour des ethnies et autres. Je pense que ce que le professeur Akindès dit est juste, seulement il faut travailler à corriger cet état de fait. Mais ça passe par la formation des acteurs politiques et des populations. Parce que, comme il a dit, les partis politiques ont pour rôle de faire de la politique. Ils cherchent l'électorat. Et s'ils ne sont pas matures, le premier réflexe, c'est le repli identitaire. Ils vont dans les régions et à partir de leur région, ils essaient de conquérir la Côte d'Ivoire. Donc, leur premier électorat, c'est leur ethnie. Donc, il faut plus d'éducation pour dire que la politique doit être faite dans un cadre républicain. Le jour où vous allez voir qu'un grand homme politique, qui est par exemple un Ani, va commencer à faire de la politique en partant de tout le bleu, un pays dans, c'est que nous ne sommes pas loin de la démocratie. Parce que pour le moment, nous gravitons à la périphérie de la démocratie. Donc, c'est d'abord les hommes qu'il faut former, mais aussi les populations. Parce que dans le discours social, il y a beaucoup de choses qui remettent en cause la bonne gouvernance. Non, la bonne gouvernance. Vous voyez, quand on arrive devant la maison d'un ministre, ou bien d'un président, ou bien près de son village, on dit, mais regardez son village. Mais il n'a rien fait pour son village. Regardez sa maison, regardez sa voiture. Mais il est ministre, mais regarde sa voiture. Donc ce discours social-là amène les hommes politiques à penser plus à leur intérêt égoïste qu'à l'intérêt national. Qu'est-ce que vous pensez de cette dialectique de l'humiliation et de la vengeance qui a structuré une certaine culture politique? C'est une triste réalité. C'est une triste réalité. On a l'impression que les hommes politiques, lorsqu'ils sont à la conquête du pouvoir, ils ont tendance à développer un certain discours, un discours de rassemblement, un discours qui tend à faire rêver les populations. Et un discours où, très souvent, on critique les tenants du pouvoir. Mais lorsque on arrive aux affaires, on a malheureusement l'impression que ce n'est plus les mêmes hommes politiques. Ce n'est plus les mêmes hommes politiques et les beaux discours sont parfois rangés au placard. Et puis, les hommes qu'ils ont combattus en promettant un discours ou en promettant une vie de réconciliation à leur population sont souvent
leur première victime. Voilà pourquoi ce que l'auteur a dit est très vrai. On est dans une dynamique d'humiliation. Oui. Et généralement, quand les gens se sentent humiliés, ils se braquent. Oui. Et avec eux, leurs partisans et leurs militants. C'est pourquoi, si vous remarquez bien, depuis, je parle de formation politique. Le président Houphouët-Boigny, incontestablement, était un homme politique. Il cherchait constamment le rassemblement des Ivoiriens. C'est ce qui a même justifié le parti unique à l'époque. Oui. Et vous voyez qu'il essayait de valoriser ses adversaires politiques. Oui. De valoriser ses adversaires politiques. Malheureusement, ses successeurs ne sont pas dans ses traces. Moi, j'invite les hommes politiques ivoiriens... Aujourd'hui, on a su les traces d'Houphouët-Boigny. Non, soyons sérieux. Idéologiquement, aucun homme politique ivoirien n'est houphouëtiste. Idéologiquement. Aucun. Donc, il faut qu'il... Houphouët, c'était le pardon. Houphouët, c'était l'oubli. Houphouët, c'était l'amour. Et cela dans les actes. Houphouët était opposé à Moké. Après, Houphouët a intégré Moké. Houphouët était opposé à Gbagbo. Après, il a fait venir Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Houphouët avait les prisonniers d'Assabou en 63. Après, il les a valorisés. Ils sont devenus ministres. Ils sont devenus des responsables de ce pays. Donc, c'est l'amour. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est la haine. C'est la haine les uns contre les autres. Je l'affirme avec beaucoup de gravité. Aucun homme politique en Côte d'Ivoire, du strict point de vue idéologique, n'est pas sur les traces d'Houphouët-Boigny, n'est pas houphouëtiste. Alors, je vais un peu nuancer. Je pense que Dr Kouaou est un peu... Il faut pas être radical. Houphouët a laissé un héritage politique, qui est le PDCI, qui existe toujours, avec son discours de rassemblement. Et depuis quelques années, le PDCI est dans une coalition qui gère le pouvoir et cette coalition au pouvoir, c'est le RHDP. On vient de créer un parti RHDP. Non, je pense que je peux comprendre un peu la colère du docteur, mais il faut nuancer. Je ne suis pas en colère. La philosophie... derrière vous. Que dit Albert Camus? Mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Je partage entièrement. L'oufouëtisme, c'est le pardon. L'oufouëtisme, c'est la tolérance. Oui. L'oufouëtisme, c'est la paix. Donc, tous ceux qui revendiquent cet héritage doivent être des hommes de paix, des hommes d'oubli, des hommes tolérants, des hommes de réconciliation et d'amour. Oui, mais il faut dire que ceux qui se font appeler aujourd'hui oufouëtistes, ils sont plus ou moins dans cette dynamique. Mais il faut dire que les rapports humains ne sont pas forcément linéaires. Voilà, ils ne sont pas linéaires. Il faut continuer à les encourager dans ce qui se fait, parce que de toutes les façons, et quand ça va mal avec la politique, ça va mal pour le pays. Évidemment. Alors, nous allons pratiquement vers la fin de ce débat, mais je voudrais revenir sur une question essentielle, la réconciliation. Est-ce qu'on a bien posé le problème dès le départ? On est dans une société. Non, je pense qu'au départ, il y avait une volonté politique. Ouais. Il y avait une volonté politique matérialisée par la naissance d'un certain nombre d'institutions. La CDVR, la CONARIV et même un ministère chargé de cette réconciliation. Mais comme je le dis toujours, le problème en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les tests, c'est le contexte. Le contexte conteste le test très souvent en Côte d'Ivoire. Vous voyez, la CONARIV, la CDVR, ça a été un échec. La CONARIV, un échec. Et heureusement qu'au niveau du ministère de la Réconciliation et autres, Madame la ministre essaie de faire un très bon travail qui est à saluer. Donc la volonté politique est affichée, mais c'est la méthodologie. Il faut certainement corriger la méthodologie pour que nous trouvions cette réconciliation. Seulement, il ne faut pas penser que la réconciliation doit se faire, n'est-ce pas, en écartant le désir de justice. Il faut concilier les deux de façon harmonieuse, de sorte que nous ne revivions plus les mêmes situations. Alors, est-ce que dès le départ, il n'y a pas quand même une sorte de mal-donne? On a pensé au départ que le dialogue le plus important, c'était le dialogue politique. Donc, le dialogue sociétal, on l'a un peu oublié. Est-ce que ça, ce n'est pas une erreur fondamentale? Je suis d'accord, ça a été une erreur. Parce qu'en réalité, qui est-ce qu'il faut réconcilier? Les populations, donc les Ivoiriens ou bien les hommes politiques?
à travers les institutions, c'est vrai, je pense que la création des institutions était animée d'une très très bonne intention. Mais malheureusement, j'ai l'impression que les choses se sont faites verticalement, au lieu que on descende dans les profondeurs des populations. Voilà, il fallait descendre dans les profondeurs des populations, et dans les marchés, dans les écoles, qui ont vécu, je dirais, les affres de nos incompréhensions, de nos idioties, de nos bêtises. Mais il faut continuer de garder espoir. C'est vrai, la CONARIV, la CDVR, ce sont des institutions qui n'existent plus. Il existe un ministère qui essaie de faire un travail. Et chaque jour, on voit que des efforts sont faits. Tout à l'heure, ils s'en est félicité. Oui, des efforts sont faits. Des efforts sont faits. Chaque fois, on voit à la télévision des réfugiés qui rentrent, etc. Oui, non, ça c'est je crois qu'il faut continuer d'encourager le gouvernement. Certains pensent que ce n'est pas suffisant, mais bon, il faut continuer. Il faut continuer. Alors, on va terminer par cette généralité quand même, qui pour moi reste fondamentale. Alors, j'ai retrouvé dans mes notes, le 15 août 1960, André Malraux, au nom du général de Gaulle, déclarait à Brazzaville, le jour de l'indépendance du Congo, l'espoir, je le cite, l'espoir est un des mots des plus exaltants de l'histoire, parce que l'histoire est faite, entre autres choses, d'une succession de terres promises, mais pour que les promesses soient tenues, pour qu'il demeure de l'indépendance autre chose que le souvenir des jours d'enthousiasme, car il existe maintes formes de dépendance, même dans l'indépendance, il n'est qu'un recours l'État. Les nations ont inventé des formes d'État, depuis les théocraties de l'ancien Orient jusqu'aux États totalitaires, et c'est ce qui m'intéresse dans ce qu'il dit, mais l'histoire des États faibles a toujours été celle des nations condamnées. Mais il a totalement raison. Il faut construire un État fort avant de rechercher des hommes providentiels. Et pour la Côte d'Ivoire, 58 ans après les indépendances, j'invite les gouvernants à lire les biographies d'Houphouët-Boigny, faites par Frédéric Gramel. Je pense que tout se trouve. Si vraiment on veut construire la Côte d'Ivoire sur les pas de Félix Houphouët-Boigny. Idéologiquement, c'est une bonne idée. Maintenant, il faut qu'on sache qui est Houphouët-Boigny, quel était l'oufoutisme. Donc je conseille la lecture des biographies faites d'Houphouët-Boigny par Frédéric Gramel. Très bien. On va finir là-dessus. L'histoire des États faibles a toujours été celle des nations condamnées. Ça, on pourrait, en fait, il nous parle. Cette pensée d'André Malraux pourrait être paraphrasée par ce que le président Obama a dit. C'est-à-dire, en définitive, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Parce que lorsque les institutions sont fortes, naturellement, cela crée une forme d'équilibre entre les différentes composantes du pouvoir. Cela se traduit dans les faits par une certaine justice. C'est vrai, l'Afrique des hommes providentiels, l'Afrique des hommes forts doit faire sa place maintenant à l'Afrique des institutions. Et surtout l'Afrique des idées. L'Afrique des idées. Ouais, ça, voilà. C'est bien dit, l'Afrique des idées. L'Afrique des idées. Et puis je pense que pour les prochaines décennies, la Côte d'Ivoire ira au-delà de l'émergence pour être un État tout à fait développé. Je vous remercie. On va finir sur ces mots. Oui. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre débat, bien évidemment, autour de l'actualité. Merci et bonne fête de l'indépendance. Bonne fête à tous. Merci.